on va voir ce que c'est que l'intention paradoxale, effectivement, puisqu'il s'agit de souhaiter cette œuvre. Moi-même, je suis un petit peu stressé quand même, et j'avoue que j'ai 52 slides, donc il va falloir que je trie, ça va être compliqué, et j'ai très très peur de ne pas vous donner l'essentiel du message sur l'intention paradoxale, et notamment de ne pas arriver à faire les cas cliniques de la fin, parce que ça va être difficile quand même. Donc, je vais souhaiter au maximum ne pas arriver à aller au creux de l'intention paradoxale et ces cas cliniques que je voulais vous présenter. Ce sera sans doute dommage que je ne puisse pas le faire. Vous voyez que donc il faut être à l'aise avec l'intention paradoxale. Il ne faut pas avoir peur de souhaiter ce qui nous fait peur. Alors, je passe sur la logothérapie. Bon, nombre d'entre vous savent ce que c'est. Et à côté de cette psychothérapie existentielle fondée sur les valeurs et sur la question du sens de la vie, Frankl a mis un certain nombre de méthodes spécifiques, parmi lesquelles l'intention paradoxale. Je passe sur les dates, il a découvert en 29, commence à en parler dans un article scientifique en 39, en 47 il lui donne le nom d'intention paradoxale, en 56 c'est Théorie et traitement des névroses, qui est un ouvrage essentiel pour cette pratique, et en 1975 une recension importante dans une revue américaine. Alors, les indications de l'intention paradoxale, qui font partie de la logothérapie, c'est principalement les phobies et ce qu'on appelait à l'époque la névrose obsessionnelle, et ce qu'il appelle maintenant le trouble obsessionnel compulsif. Frankl l'utilisait aussi sur certains troubles du sommeil, sur certains troubles de la fonction sexuelle. On peut encore l'appliquer sur des symptômes de conversion hystérique. Il donne un exemple aussi où une personne l'applique elle-même sur des symptômes dépressifs. Il y a quand même quelques contre-indications qu'on peut signaler de façon relative. Les troubles psychotiques sont plutôt une contre-indication, mais on peut soigner une personne souffrant de schizophrénie avec un TOC, on peut quand même l'utiliser, mais ça va être sans doute un peu plus difficile, il vaut mieux avoir l'expérience. La dépression sévère risque de rendre impossible le soin parce qu'il manque de l'énergie psychique. Les idées suicidaires, bien sûr, ne peuvent pas être traitées par une intention paradoxale. Et le stress post-traumatique, ça c'est une contre-indication a priori à bien connaître parce que l'intention paradoxale risque de favoriser des reviviscences traumatiques. Je pense que ça pourrait être une méthode de soin du stress post-traumatique, mais là c'est du domaine de la recherche avec des gens expérimentés. Quels sont les principes de la méthode? Eh bien, quand vous avez l'intention de vous promener, l'intention de faire quelque chose, de devenir médecin, vous avez une espèce de plan d'action dans la tête. Et ce plan d'action dans la tête, c'est ce qui précède l'action. Je vais me promener, je vais appeler un ami, ou bien je vais me promener avec mon chien, ce sera ce week-end, j'irai en voiture loin pour faire ma promenade, ou bien au contraire, ce sera tout près. Vous voyez qu'on va établir un espèce de schéma d'action. Et puis, c'est ce qui précède l'action, c'est-à-dire que s'il y a un énorme orage, je vais annuler ma promenade, donc j'aurai pas fait de promenade. On voit bien aussi qu'il y a des intentions qui sont un peu velléitaires, des gens qui ont toujours l'intention de faire quelque chose qui ne font jamais rien, et puis des gens, quand ils ont l'intention de faire quelque chose, ils vont le faire et on sait qu'ils vont tenir le cap. Ça c'est important parce que l'intention paradoxale, il va falloir mettre une énergie dedans. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que ce soit une intention velléitaire, sinon ça ne va jamais marcher. Du côté du paradoxe, qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? C'est quelque chose qui est quand même en général assez surprenant, qui a un côté illogique ou contradictoire, qui contredit le bon sens. Alors qu'en fait, il y a une vraie logique sous-jacente. Et l'exemple même, c'est le paradoxe du menteur qui vous dit vrai en affirmant qu'il est menteur. Et ça, c'est incontournable, vous avez beau le prendre dans tous les sens, vous n'arriverez pas à trouver la solution. Je regarde mon chronomètre. Alors, qu'en est-il d'une intention paradoxale à visée thérapeutique? Il va s'agir d'apprendre, pour soigner des peurs, il va falloir apprendre au patient à souhaiter ce qui lui fait peur et à affronter ce qui lui fait peur en souhaitant sa peur. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le désir paradoxal de la peur va guérir la peur. Il s'agit vraiment d'un antagonisme puissant de l'angoisse. Et pour illustrer ça aux patients, en général, je raconte une petite histoire, que j'ai appelée l'histoire du mauvais génie. Alors, on a plusieurs pages dans le bouquin sur l'intention paradoxale. Mais en gros, l'idée, c'est que quand on a une phobie, un TOC, une peur, c'est un petit peu comme si on avait sur l'épaule un petit diable qui vous souffle des choses fausses et qui veut vous tromper, qui veut vous terroriser. Il vous dit, oh là là, sors surtout pas dans la rue, tu vas avoir une crise d'angoisse, tu vas mourir dans la rue, c'est horrible, surtout n'y va pas. Et un jour, vous souhaitez défier ce petit diable et vous dire, il est ras-le-bol, il m'énerve trop, il faut que je le mette à la porte, il faut que je le décourage, et vous trouvez une ruse. Et quand le petit diable vous dit « surtout sors pas dans la rue, tu vas mourir, tu vas avoir une crise d'angoisse », là vous y allez franco et vous dites « mais moi il n'est pas question aujourd'hui que je n'ai pas la plus belle crise d'angoisse dans la rue, pas question de ne pas sortir dans la rue, je vais sortir dans la rue et je veux mourir dans la rue ».
Et alors là, le petit diable, il ne sait pas comment faire pour vous décourager et pour vous faire peur. Voilà, donc l'intention paradoxale a une véritable logique, une cohérence, et elle est extrêmement anxiolytique, elle réalise un antagonisme fort de l'angoisse, pourvu bien sûr qu'on soit entièrement tourné vers le souhait paradoxal et qu'il n'y ait qu'on balaye le champ de la peur. D'où l'importance de bien repérer les évitements. Alors, ce n'est pas une panacée quand même, hein. C'est une méthode qui peut avoir des résultats spectaculaires, mais il y a des gens qui vont avoir peur de souhaiter leur peur, hein, ce qui peut se comprendre, et qui ne vont pas oser l'utiliser, et dans ce cas-là, on aura quand même du mal parfois à obtenir des résultats. Alors, il y a place pour l'humour, ça va de soi, on peut grossir le souhait paradoxal de la peur jusqu'à ce qu'il ridiculise la peur de façon assez humoristique. C'est aussi quelque chose qui respecte les valeurs de la personne. Il ne s'agit pas, lorsqu'on traite un toc de propreté et qu'on apprend à souhaiter la saleté, il n'est pas question de changer les valeurs de la personne, il ne s'agit pas d'en faire une personne incurique et nauséabonde tellement elle ne se lave pas. Et donc c'est un soin du symptôme et non pas du système de valeurs de la personne. Alors, un exemple rapide en quelques mots, je vais le résumer. Judith a des crises d'angoisse, notamment sous la douche, depuis qu'elle a accouché, qui s'intensifient. Elle ne peut plus supporter d'aller sous la douche. De quoi a-t-elle peur? Eh bien, elle a peur de faire une très grosse crise d'angoisse sous la douche et de mourir sous la douche et son enfant serait orphelin. Eh bien, vous voyez, toutes ces peurs, on les a décortiquées, on en fabrique une intention paradoxale, et j'ai demandé à Judith d'aller sous la douche. Alors j'avais peut-être dit matin et soir, c'est peut-être excessif, hein, je vais normaliser les actions, donc une douche par jour, et il va falloir qu'elle souhaite avoir la plus belle crise d'angoisse sous la douche. Il va falloir qu'elle souhaite mourir sous la douche, ce ne serait pas grave qu'elle meure, car il y aurait bien quelqu'un d'autre dans sa famille pour s'occuper de son enfant, tout ferait donc pour le mieux, et il n'y aurait plus de soucis à se faire, son enfant pourrait bien se passer d'elle. Hein. Vous voyez, là, j'ai un petit peu poussé les choses. Alors, en faisant ces souhaits paradoxaux, ça a très bien marché pendant 3 jours, puis après, les crises d'angoisse sont reparties, elle a eu peur, et je lui ai demandé de ne pas se décourager, et 2 semaines plus tard, eh bien, elle avait réussi à contrôler parfaitement ses crises, et la veille du rendez-vous, l'angoisse montait en présence de sa famille, et là, elle a eu l'idée, de façon très spontanée, de tout de suite souhaiter ce qui lui faisait peur, c'est-à-dire souhaiter montrer une belle crise d'angoisse à ses proches, et son état s'était calmé, ce qui avait été extrêmement thérapeutique et bien. Alors avec un an de recul, elle avait encore des petites crises de temps en temps qu'elle savait gérer par la méthode, mais qui étaient beaucoup moins intenses. Et au bout d'un an, il n'y avait plus de crise. Et puis elle arrivait à prendre des douches à nouveau pour se détendre. Alors, on va passer sur ce cas. Sur le terrain, comment s'y prendre? En général, il faut expliquer le processus de soin au patient qui en est acteur, hein, à la différence de l'injonction paradoxale qui a été reprise par l'école du Palo Alto, que vous connaissez peut-être, où là c'est le thérapeute qui donne un ordre paradoxal qu'il n'a pas du tout expliqué au patient. Là, on va expliquer le processus de soin au patient, comment on s'y prend. En général, je conseille, moi, et Frankel le faisait avec de la relaxation, moi j'utilise la cohérence cardiaque pour avoir un peu une méthode de retour au calme. Si jamais une intention paradoxale en début d'entraînement est anxiogène, il faut avoir quelque chose pour retrouver un petit peu un niveau d'angoisse correct, hein, parce qu'effectivement, quand vous faites une intention paradoxale, vous allez exposer le patient finalement à ce qui lui fait peur, en envisageant toutes ses peurs, et donc vous risquez de déclencher de l'angoisse. Donc ça peut être bien, si l'angoisse est trop montée, il faut avoir un système de respiration pour récupérer un peu. On a besoin d'une bonne analyse de l'ensemble des symptômes à traiter. Moi, je mets d'échelle, par exemple, parce qu'effectivement, une phobie sociale, une agoraphobie, tout ça sont des phobies complexes. Un TOC, c'est quelque chose aussi de complexe, et il va falloir traiter l'ensemble des symptômes petit à petit. À chaque fois, on va s'intéresser à des situations qui font peur et on va bien repérer les peurs sous-jacentes et les évitements. Ça va de soi que si vous évitez par peur, c'est comme si vous avez peur de votre peur et donc l'intention paradoxale ne va pas marcher si vous continuez des évitements. Il faudra s'entraîner. C'est comme la musique, si on n'en fait pas tous les jours, on ne va pas être très bon. Si une fois par mois, une intention paradoxale, on n'entraînera pas beaucoup de résultats. Et puis, ce qui peut être bien, c'est si on a le temps d'accompagner le patient sur les lieux mêmes de ses peurs, ça peut être effectivement très intéressant de verbaliser les intentions paradoxales à ses côtés. Et là, ça peut être tout à fait positif de pouvoir faire ça si on en a techniquement les moyens. La réalité virtuelle peut être une alternative, je vais la mettre au point, mais ce n'est pas encore la possibilité.
Alors, je vous montre un exemple d'Alain et de son TOC. Donc, Alain est pris en charge pour un TOC comprenant des obsessions d'erreur avec des rituels de vérification, ainsi que des obsessions à thème d'agressivité, avec la peur de blesser quelqu'un en conduisant notamment, aussi dans les manœuvres, et puis la peur d'agresser sexuellement. La peur de l'erreur le gêne dans sa nouvelle activité professionnelle, en particulier lorsqu'il écrit et lorsqu'il doit envoyer un courrier. Alors, vous voyez, moi j'ai tendance à analyser assez précisément les situations, on va le faire sur un exemple, plus en détail. J'aime bien que quand même la personne ait une bonne analyse de sa situation, donc voilà ce qu'il rapporte. Hein. Quand j'écris au stylo, je ne suis pas à l'aise, je me dis que j'ai peut-être écrit sur le papier quelque chose qui me trottait dans la tête au moment où j'écrivais, quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce que je dois écrire, et qui dévoile quelque chose de ma vie, celle d'autres personnes que je côtoie. On risque d'apprendre des choses sur moi, ou pire, d'apprendre par mon intermédiaire des choses privées concernant d'autres personnes à qui c'est hein. Donc Alain a très peur en écrivant de mettre quelque chose qui ne concerne pas son travail et qui concerne notamment des gens qui connaîtraient et qui leur porteraient préjudice. Hein. La peur de porter préjudice est quelque chose d'important. Alors, j'ai l'habitude d'essayer de décortiquer tout ça, les pensées qui s'imposent à moi, les signes d'angoisse, la compulsion, les évitements, pour que la personne apprenne à bien repérer ce qui la gêne, son symptôme. Les pensées qui s'imposent, c'est j'ai sûrement écrit quelque chose qui me passait par la tête, cela va trahir des secrets, cela va porter préjudice à des personnes par ma faute, je serai responsable. La détresse, c'est Alain qui est agité, tendu, il faut qu'il vérifie, hein, il faut qu'il compulse, c'est un top. Il faut relire le courrier plusieurs fois pour bien s'assurer qu'il n'a pas dévoilé la vie privée de personne qu'il connaît. Et puis, dès qu'il peut, il évite d'écrire. C'est bien important de savoir que dans les TOC, il y a des évitements comme dans les phobies. Si on ne traque pas ces évitements, on ne va pas pouvoir bien se réunir. Alors, de quoi Alain a-t-il peur hein? J'ai peur d'écrire mes pensées dans ce que j'écris, au travail, en examen. Je pourrais écrire des pensées confidentielles qui portent préjudice à autrui. J'ai peur d'écrire quelque chose auquel je pensais, peur qu'on me trouve fou, qu'on apprenne des choses sur ma vie privée ou sur la vie privée d'autres personnes à qui ça va porter préjudice. Et il a peur de mal faire son travail. Mais vous voyez, c'est surtout la peur de porter préjudice qui domine. Alors, on va... Finalement, l'intention paradoxale, c'est assez simple. On a décortiqué toutes les peurs, et sur chaque peur, on va mettre des je veux absolument que, il faut absolument que, pas question qu'il soit autrement, et on va formuler sous forme d'affirmation très volontaire le souhait paradoxal de la peur. Hein, donc là, je veux absolument être distrait et écrire tout ce qui me passe par la tête, comme cela je vais révéler des secrets intimes, pas seulement les miens, mais aussi et surtout ceux d'autres personnes à qui je vais porter le préjudice. Pas question de relire mon courrier, là il faut donc ne pas compulser. Il faut absolument s'y trouve tout ce qui me passait par la tête. J'espère de tout mon cœur que cela aura des conséquences très graves pour ces personnes. Je serai fier d'en être l'unique responsable. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en rajouter une couche à travers ce soin. Et puis, il faut effectivement ne plus éviter d'écrire parce qu'on a peur. Il faut écrire autant que possible, dès que possible, écrire si j'ai besoin d'écrire. Alors, on va aller un peu plus vite pour les situations suivantes. Et simplement s'intéresser à la situation de l'auteur, hein, c'est quand même ça l'essentiel. Donc vous voyez là, au travail, il n'arrivait pas à fermer son courrier, il fallait relire 5 ou 6 fois le courrier par peur d'avoir mal rédigé le courrier, d'avoir mis des informations qui n'avaient pas lieu d'être, et lorsqu'il ferme le courrier, il a l'impression d'avoir mis quelque chose dans l'enveloppe qui ne devrait pas être là, et que ces erreurs vont porter préjudice à son employeur ou aux personnes concernées par le courrier. Alors, de quoi a-t-il peur? De mal rédiger, de faire une erreur, d'avoir mis des informations qui ne devaient pas y être, d'avoir fait des erreurs dans la rédaction et d'être responsable, d'avoir mis quelque chose qui ne devait pas être. Et Alain va donc se souhaiter ses peurs. Je veux absolument avoir fait une erreur dans la rédaction de mon courrier et je veux que cela ait des conséquences graves pour l'entreprise et pour ma carrière. Je refuse de lire 6 fois le courrier et je refuse de vérifier ce qu'il y a dans l'enveloppe car je veux absolument avoir fait des erreurs de rédaction, qu'il y ait un courrier destiné à une autre personne. Il faut absolument que ça ait des conséquences graves pour l'entreprise ou pour les personnes à qui le courrier est destiné. Il ferme lui-même l'enveloppe plutôt que de la confier à une autre personne, car il faut absolument que quelque chose soit là dans l'enveloppe qui ne doit pas y être. Hein, vous voyez, il va falloir à chaque fois décortiquer les choses et ces souhaits paradoxaux ensuite vont être mis, il faut ensuite s'entraîner à les formuler, hein, il faut s'exercer, être à l'aise avec ces intentions paradoxales qui sont quand même un peu bizarres au début. La première fois que quelqu'un fait ça, souvent il y a une espèce d'impression d'étrangeté, de bizarrerie. Et puis après, il faut arriver à jongler avec ces souhaits paradoxaux et surtout à ne plus compulser dans un TOC, à ne plus ritualiser et en remplaçant ça par des intentions paradoxales.
Alors, il vous reste 1h25. D'accord, c'est bien, 1h25, je vais avoir le temps. Donc, un autre exemple, hein, pour vous donner comme ça. Alors, vous voyez qu'on a l'analyse des situations et après, il va falloir que la personne s'entraide. Et là, donc, on va parler un petit peu d'une autre situation où là, je ne sais plus, donc là, en conduite, Alain avait très peur de renverser quelqu'un lorsqu'il conduisait sa voiture, mais aussi lorsqu'il faisait des manœuvres, c'était plus fort que lui, il fallait qu'il vérifie. Lorsqu'il sort d'un parking, il a peur de renverser quelqu'un avec l'impression d'un danger pour les autres, et ça l'obsède complètement. Hein. Donc, la peur en général est mauvaise conseillère. Hein, ce qui est typique dans un talk, par exemple, comme ça, où on a peur d'écraser quelqu'un, c'est que la personne vérifie en permanence dans son rétroviseur qu'il n'y a pas quelqu'un derrière blessé sur la route. C'est pas génial de conduire en regardant tout le temps dans son rétro. Alors, il a peur d'avoir renversé quelqu'un en conduisant, donc ça j'ai bien aimé son intention paroissiale, hein, ça c'est les intentions paroissiales qui ont été faites par le patient. Aujourd'hui je vais écraser quelqu'un, je le repasserai plusieurs fois dessus, il faut que ça ait la mousse et qu'il y ait plein de sang partout, pas besoin de vérifier, il faut qu'il soit bien mort, ce sera bien fait pour lui, il faut aller l'éviter, je suis fier d'être un danger public. Hein. C'était quand même pas mal, hein, alors que j'avais accompagné Alain dans sa voiture, et on avait fait des manœuvres en souhaitant écraser avec cette flamme bien. Et donc l'intérêt de l'accompagnement par le thérapeute, c'est de pouvoir verbaliser à voix haute les intentions paroissiales si le patient est un petit peu en difficulté pour le faire. Alors, pour finir, dernière situation sur les phobies d'impulsion pédophilique. Ça peut paraître délicat. Hein. Lorsque je croise des enfants, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des images dans la tête. Je m'imagine que je les agresse sexuellement, c'est plus fort que moi, je suis mal à l'aise, je suis obsédé à l'idée que je pourrais être un pédophile. Donc, on peut faire des intentions paradoxales là-dessus, contrairement à ce qui est mis d'ailleurs dans le chapitre de sympathie. Il faut effectivement souhaiter. Alors, Alain a mis en place cette intention paradoxale. Je souhaite être le plus grand pédophile de la Terre, je vais agresser sexuellement cet enfant, il s'en souviendra toute sa vie, peu importe que sa vie soit détruite, il faut que je assouvisse son plaisir. C'est ça pas mal comme formation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant cette intention paradoxale, Alain a réalisé qu'il n'était pas pédophile. Hein. Donc c'est ça qui est important. Il faut bien comprendre que dans un talk, si je peux me permettre d'accompagner une personne avec cette méthode, c'est que la personne a peur d'être pédophile. Il n'a pas le souhait d'être pédophile, c'est très différent. Elle a peur de commettre un acte pédophilique, elle n'a pas le souhait de commettre un acte pédophilique, donc c'est très différent. On n'est pas en présence d'un pédophile, mais on est en présence d'un symptôme obsessionnel compulsif, avec des peurs sous-jacentes, donc on peut se permettre de faire une intention paradoxale parce que les valeurs morales de la personne sont saines, et en général même plutôt avec des degrés élevés d'exigence chez les obsessionnels. Alors, ce qui est intéressant, vraiment, c'est ce résultat de prendre conscience que il n'était pas pédophile et donc il ne fallait pas qu'il se fasse cette peur-là. Alors, un dernier exemple avant de finir, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais je pense que ça va aller. Un contexte de dépression, quelqu'un qui a une phobie sociale dont je ne pourrais pas parler, et une acrophobie, donc on va parler de cette peur du vide, et elle n'arrivait pas à traverser les ponts à cause de sa peur d'être happée par le vide. Donc je vais l'accompagner sur le pont pour pratiquer des intentions paroxysales, et en une séance accompagnée suffira pour affranchir le cercle vicieux de la peur, et elle complétera ensuite ce travail d'elle-même en affrontant diverses situations. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne a peur elle n'arrive pas à passer sur un pont, elle a peur d'aller le long de la rambarde, et elle se met tout au bord du trottoir. Et les voitures la frôlent, elle est très mal à l'aise, elle a peur d'être aspirée par le vide et de s'écraser au sol et de mourir. Hein, c'est typique d'une acrophobie. Donc, elle a peur d'être attirée par le vide et elle a l'impression qu'elle va s'écraser au sol et qu'elle va mourir. Cela la met dans un état d'angoisse avec des transpirations, des tremblements et la peur de mourir. Elle longe le trottoir côté voiture. Hein, quand je dis la peur est mauvaise conseillère, elle fait ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, elle évite d'emprunter les ponts et elle s'éloigne de la rambarde. Alors, de quoi a-t-elle peur? Elle a peur d'être aspirée par le vide et de s'écraser au sol. Elle a peur de mourir, peur aussi pour ses proches, elle traverse le pont avec quelqu'un. Eh bien, elle va fabriquer cette intention paroxysale pour se soigner, et je l'aiderai à verbaliser ça. Il faut que le vide m'aspire comme le plus puissant aspirateur du monde. Je veux absolument être aspiré par le vide et m'écraser au sol, pas question de survivre. Le train va me passer dessus ensuite, il y en aura plein sur lui, bien fait pour lui, pas question de se faire place autrement. Et puis, elle était plus à l'aise avec le visuel, ça c'est un petit détail intéressant, c'est que des gens qui sont plus à l'aise avec le visuel que par le verbal, vous pouvez faire des intentions paradoxales, pourvu qu'elles soient bien orientées vers le souhait paradoxal de la peur, on peut les faire sous forme d'image, et elle pensait à Bill Coyote, le coyote du carton américain, qui s'écrase au sol et qui, pour une fois, se relève fort. Alors,
Voilà, c'est une méthode qui peut paraître déroutante, mais qui peut avoir une grande efficacité et une grande puissance, qui gagne à être connue. Elle est applicable en individuel comme en groupe. J'anime un groupe de soins sous intention paradoxale. Elle est compatible avec d'autres approches thérapeutiques, mais bien sûr, elle est encore plus intéressante avec l'approche logothérapeutique centrée sur les valeurs. Et ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler, il faut que je développe aussi cet aspect-là. Alors, dans le livre Soigner ses phobies, c'est un livre écrit pour les patients, mais qui explique bien la méthode. Bien sûr, c'est un point de repère pour les professionnels. Et le déni de grossesse, il y a une observation d'un soin autour d'une phobie du nourrisson par l'intention paradoxale. Et là, ça vous situe un petit peu le contexte de l'approche logothérapeutique dans ce soin. Voilà, je vous remercie. J'ai débordé les minutes 15, je suis désolé.